Je dois dire pour les Congolais et même pour les étrangers qui nous suivent que c'est très triste pour le pays. Ce que Anatole Koliné-Makosso a déclaré, c'est la négation même de l'alternance démocratique. On ne peut pas nier l'alternance démocratique et se dire démocrate. Franchement, en tant que Congolais, en tant qu'Africains, ça ne nous gêne pas que depuis 1979, nous n'ayons qu'un seul président. Ça, c'est le premier volet, Christian. Celui qui déclare ça, il faut le préciser, celui qui le déclare, c'est une voix officielle. C'est un premier ministre d'un gouvernement. Non, mais j'en viens. Le deuxième volet, M. Koliné-Makosso doit savoir, même si le pouvoir fait tout en œuvre pour étouffer l'opposition, pour mettre les bâtons dans les roues, il y a une opposition dans ce pays. Et l'opposition à laquelle j'appartiens se bat pour le changement et la rupture, parce que le bilan du PCT est catastrophique. Il s'efforce à se maintenir au pouvoir. Tokoti a pété, on ne lâchera pas. Mais le bilan, c'est que les Congolais souffrent. Et moi, j'ai été peiné, très peiné en tant que chrétien, en tant que Koliné-Makosso, appeler les Congolais à aller prier pour que ça se réalise. Et moi, je dirais à Koliné-Makosso, moi, si je dois prier, c'est pour sortir les Congolais de la souffrance. Les Congolais souffrent trop. Le PCT a amené le Congo dans le chaos. Et le bilan du président Sassou, je le dis et je l'assume, il est globalement catastrophique. Puisque nous parlons de la corruption, Clément Birassa, j'ai une question, mais après vous êtes libre de répondre ou non. Je ne sais pas si vous avez lu l'information qui a circulé sur la toile. Beaucoup pensent que vous serez sali les mains sous le régime Sassou Nguesso à une époque donnée. Et ça revient souvent. Et les gens viennent taper là-dessus pour dire qu'il arrête un peu sa comédie. On connaît qui il a été, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'en dites-vous? Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Teler TV R7. Vous avez probablement suivi le discours plus que courtisan du Premier ministre congolais Anatole Koliné-Makosso sur 100 mètres à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An 2024. Les résultats controversés du 5e recensement général de la population et de l'habitat au Congo-Brazzaville. La déclaration du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la corruption, autant des préoccupations au centre de notre échange avec Clément Mirassa, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, statisticien et ancien directeur du Centre national de la statistique et des études économiques. Bonjour Clément et meilleurs vœux de Nouvel An 2024. Bonjour Christian. J'en profite pour souhaiter non seulement aux téléspectateurs, mais aussi à l'équipe de R7, mes vœux les meilleurs, de bonheur, de prospérité, de réussite et surtout d'excellente santé pour la nouvelle année 2024. Merci Clément Mirassa. Commençons par les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat 2023. La population congolaise, vous le savez, est passée à 6 175 878 contre 3 697 490 habitants en 2007. Ma première question. Les résultats de ce recensement prennent-ils en compte les étrangers installés au Congo-Brazzaville? Merci pour la question, Christian, mais il faut essayer de placer les choses dans le contexte. La ministre chargée du plan et de la statistique a annoncé qu'il s'agissait des résultats préliminaires. Donc, il y aura des résultats définitifs plus tard. Ensuite, elle a parlé du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Ça veut dire qu'il y a eu un recensement en 1974, il y en a eu un en 1984, il y en a eu un en 1996, en 2007 et finalement en 2023. Je crois qu'il faut essayer de replacer les choses dans le contexte. Et ça, de mon point de vue, c'est très important. Le recensement de 74 et de 84, au moment où moi-même j'ai assumé les fonctions de directeur général du Centre national
de la statistique et des études économiques. Ça s'est passé sous le régime du parti unique, le Parti congolais du travail. Donc, à mon avis, il y avait, du point de vue élection, etc., il n'y avait Ça veut pas… dire que à cette période-là, en cette période-là, c'est des recensements qui étaient faits avec un désintéressement, on peut dire, sans se projeter sur quoi que ce soit. On n'avait pas encore à l'idée Oui, comment oui. manipuler les chiffres pour les élections ou voilà. C'est Bon, avec des intéressements. après, on a eu la conférence nationale et le président Pascal Lissouba a été élu. Donc, le recensement de 96 a été organisé par le gouvernement, par le régime du président Pascal Lissouba. Et c'est important parce que quand vous lisez les documents de l'Institut national de la statistique, ils disent que ce recensement n'a pas été homologué. Et les deux autres, c'est-à-dire celui de 2007 et celui de 2023, ils sont faits sous le régime du Parti congolais du travail, etc. Donc, il faut bien analyser cette particularité avec le fait qu'il y a ces affaires de débat sur la maîtrise du corps électoral, sur la fiabilité des listes. Et je dois dire, d'entrée de jeu, Christian, que dans la démarche retenue au niveau du Congo, puisqu'on a beaucoup de problèmes au niveau du corps électoral et de la fiabilité des listes, ce recensement était un des éléments importants pour que nous cheminons vers la biométrie. Et on avait pensé que pour aller vers la biométrie, il fallait accomplir deux conditions. La première, c'était la réalisation du recensement général de la population, donc de 2023. Et la deuxième, c'était la mise en place d'un système d'état civil fiable qui nous permette d'aller. Donc voilà le Oui, décor pardon, qui est prêt. Clément Mirassa, lorsque vous dites que les résultats du recensement de 2000, non, de 1996 n'étaient pas homologués, que faut-il comprendre par là? Les résultats non homologués. Dans l'opinion, il semblait circuler une information selon laquelle on aurait gonflé les effectifs dans certaines zones et on en aurait minoré. Réduit. Donc, mais c'est une appréciation qui peut être permanente, hein, qui peut être allouée à n'importe quel système d'organisation des élections. En fait, ça pose le problème, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est celui de la crédibilité. La crédibilité, surtout, moi je suis statisticien et je tiens à ce que l'Institut national de statistique ait une crédibilité incontestable. Le deuxième aspect, ça pose ou ça peut poser le problème de la neutralité de l'administration, c'est-à-dire qu'elle doit être indépendante et à l'abri de toute pression qui peut faire peser n'importe quel soupçon. Oui, évidemment, vous parlez des résultats préliminaires. Que faut-il encore pour que finalement l'on parle des résultats définitifs? Ben, c'est pour ça que nous en avons profité. Nous avons saisi la balle au bon à partir des résultats préliminaires. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et il est bon que l'Institut national de la statistique qui a organisé le recensement apporte les bonnes réponses, les vraies réponses à ces questions pour qu'on chemine progressivement vers des résultats définitifs. Et comme vous m'avez posé la question, en fait, le recensement, d'après ce que la ministre chargée du plan a signalé, il s'agit de la population résidente au Congo, c'est-à-dire et les Congolais et les étrangers. Donc, voilà un peu la distinction qu'il faut faire apparaître. Alors, les statistiques donc 2023 font état d'une augmentation vertigineuse. Vous avez, je crois, suivi évidemment ces résultats. Vous en avez même commenté. Donc, il y a une augmentation, j'allais dire exponentielle, dans certains départements qui jadis étaient moins peuplés que d'autres, qui, en moins de 20 ans, ont plus que doublé. En comparaison, bien sûr, des récents ou des recensements antérieurs. Y a-t-il une explication à cela? Moi, à mon niveau, je n'en trouve pas encore. Nous avons suivi un peu le débat lorsqu'il s'est agi de la publication des résultats du recensement de 2007. Et à l'époque, j'avais trouvé assez léger
parce que j'avais suivi des interventions des gens qui disaient que la population avait fortement augmenté dans la Nikwala parce qu'il y avait la prise en compte des populations autochtones, ce qui était faux. Parce qu'en tant que statisticien, pour ce que j'ai suivi quand j'étais dans ces services, lorsqu'on fait la cartographie, on s'efforce à inventorier tous les villages où qu'ils se trouvent et on s'efforce à ce que l'opération soit véritablement exhaustive et qu'on essaye d'avancer. Bon, à l'époque, ça a été comme toléré, mais j'avoue que à travers les chiffres qui apparaissent pour le recensement général de 2023, je crois qu'il y a un approfondissement et il y a vraiment nécessité qu'il y ait un débat et que les organisateurs de ce recensement essaient d'apporter des explications parce que sinon, il y a un certain nombre de doutes. N'oublions pas, et ça, je ne me cache pas puisque je suis statisticien puis je suis homme politique, n'oublions pas qu'il y a ce débat. Il y a à chaque fois, les organisateurs des élections sont accusés de vouloir gonfler ici et là. Mais ce n'est pas une illusion. Lorsqu'on a fait le recensement de 2007, et qu'on a organisé les locales en 2008, les résultats du recensement ont été publiés bien plus tard, après les résultats des locales. Mais ce qu'on a constaté, c'était quoi? Et le ministère de l'Intérieur le sait. On a découvert quelque chose de curieux. Dans beaucoup de localités, le corps électoral était supérieur à la population. Les gens se sont posé les questions. Ça veut évidemment dire qu'il y a eu gonflement. Le gonflement n'avait pas eu lieu à partir de ceux qui avaient organisé le recensement. C'était beaucoup plus au niveau de ceux qui s'occupaient des listes électorales. C'est pour ça qu'on parle non seulement de la non-fiabilité des listes, mais également d'un problème de non-maîtrise du corps électoral. Oui, Clément Mirassa, pour être un peu beaucoup plus clair, j'allais dire, nous allons prendre quelques exemples, question de bien comprendre les choses. De 2007, partons de là, puisque je sais qu'il y en a eu d'autres bien avant, de 2007 à 2023, soit 16 ans après, le Kwilu n'a vu sa population augmenter que de 5 407 habitants, une augmentation de 5,9%. Dans la même période, le département de la Likwala a vu sa population augmenter exponentiellement de 201 455 habitants, soit une augmentation de 130,7%. Comment comprendre cette différence de vitesse de croissance de la population dans la Likwala par rapport au Kwilu? Bon, moi, je vois d'abord le problème un peu de façon générale. C'est pour ça que je me suis efforcé à faire le tableau. Mais je rassure les téléspectateurs que je n'ai rien à voir avec les chiffres qui sont contenus dans le tableau. Ces chiffres sont bien les chiffres soit du Centre national de la statistique et des études économiques, soit de l'Institut national de la statistique. Moi, je n'ai fait que les collecter, les rassembler et les mettre à la disposition des Congolais pour qu'ils en voient l'évolution. Mais avant de venir au cas du Kwilu, il faut regarder le cas de tous les départements de la partie septentrionale. Déjà, je tiens à noter que, pas par rapport à ces départements, mais par rapport à Pointe-Noire, il y a un phénomène qu'il faut remarquer, parce que la population de la ville de Pointe-Noire a pratiquement augmenté de 98,5%. Donc, vous avez une population qui a pratiquement doublé. On est passé de 715 000 pratiquement à 1 420 000. Oui, mais ça peut se comprendre parce que Pointe-Noire aussi a reçu tout ce monde de Brazzaville, oui. Avec tous les événements que le Congo a connus. Ça se comprend, puisque d'après les résultats que la ministre a donnés, quand vous prenez Brazzaville, quand vous prenez Pointe-Noire, rien que ces deux grandes agglomérations, ça fait plus de 58% de la population congolaise. Donc aujourd'hui, et c'est une bonne chose pour que ceux qui réfléchissent aux questions de développement, qu'ils regardent un peu les problèmes de l'occupation de l'espace, la fixation des jeunes dans les villages, etc. Ça, c'est les définitions des politiques qui peuvent intervenir. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on prend les départements de la partie septentrionale et lorsqu'on compare aux départements du Sud, on constate quelque chose qui est très net.
il y a une forte croissance au niveau des départements de la partie septentrionale et il y a une tendance à une chute au niveau des départements de la partie sud du pays. Et ça, il faut l'expliquer parce que nous n'avons pas encore entendu une alerte quelconque, soit en termes d'épidémie, soit en termes de... Non, on n'a rien entendu. C'est pour ça que lorsqu'on regarde... Peut-être que la chigoulose est passée par là, non? Bon, lorsqu'on a parlé de la COVID-19, ça concernait tout le monde, hein. Ça concernait tout le pays. Ce n'était pas particulièrement encore que je peux dire, pour l'appréciation que je pouvais m'en faire. Mais les localités les plus visées, c'était les grandes agglomérations, notamment Brazzaville et Pointe-Noire. Mais lorsqu'on regarde, il suffit que vous preniez les chiffres. Entre 2007 et 2023, la population du Kulou n'aura augmenté que de 5,9%. Et en termes de chiffres, en 16 ans, la population du département du Kulou n'aura augmenté que de 5 407 habitants, ce qui fait une moyenne de 338 habitants. Et on peut descendre. Quand on arrive au Niari, vous savez, le Niari, c'est pratiquement le département qui a le plus grand nombre de districts au Congo. Et vous avez une croissance de 44,8%, mais quand vous allez à l'Alekoumou, en 16 ans, la population de l'Alekoumou a augmenté de 4 166 habitants, un taux de croissance de 4,4%, ce qui fait une moyenne, un accroissement annuel moyen de 261 habitants. Il y a des raisons. Le gouvernement n'a pas encore donné une alerte sur une situation particulière dans ces départements. C'est la question que je vous posais. Qu'est-ce qui peut amener, par exemple, à ce genre de résultats, c'est-à-dire une croissance très lente de la population? Est-ce que ça peut se justifier? Moi, personnellement, il y a des faits. Il y a un fait important qui peut être évoqué. Vous avez, par exemple, les événements que nous avons connus en 2016 dans le Poul. Vous en connaissez le bilan. Vous connaissez qu'il y a eu le bilan qu'on a eu, des exécutions sommaires, la disparition des villages. On en a fait tout un commentaire. Il y a eu des déplacements de population. Par rapport à ça, on peut supposer qu'en termes de déplacement, de population, le département de la Bouenza aurait pu, puisqu'il est mitoyen au département du Poul, aurait pu accueillir pour des raisons de sécurité, pour des raisons de paix, etc., un nombre important d'habitants qui viendraient du Poul. Mais le phénomène qu'on constate... Oui, évidemment, le phénomène est contraire parce qu'ici, finalement, on note une croissance très lente de 17,6% par rapport à d'autres départements. Par contre, la Bouenza, c'est justement la Bouenza surtout où on mérite des explications. Pourquoi? Parce qu'en 2007, le département de la Bouenza, c'était le département le plus peuplé, avec 309 373 habitants. Et ensuite, vous avez dans la Bouenza, vous avez des grosses agglomérations. Vous avez Nkayi, vous avez Madingu, vous avez Muyonzi, vous avez Bouanza, vous avez Lutete. Et je pense que dans ces grandes agglomérations, les conditions au plan sanitaire, etc., se sont nettement améliorées. Et on ne devrait pas voir cette chute, à mon avis, qui mérite d'être expliquée, où on constate que la population dans la Bouenza n'aura augmenté que de 17,6%, c'est-à-dire de 54 477 habitants, mais c'est une évolution qui mérite des explications. Après, évidemment, il y a la question qu'on s'est posée dans le Poul. C'est pour ça que les résultats étant des résultats préliminaires, il est bon que les organisateurs du recensement prennent en compte toutes les questions qui leur ont été posées et essayent d'apporter les réponses pour qu'elles puissent satisfaire les uns les autres. Je peux imaginer, c'est une hypothèse peut-être d'école, je peux imaginer que lorsque je prends un département très vaste comme le département de l'Alikwala, qui voit sa population augmenter de plus de 201 000 habitants, 201 455, mais je peux aussi supposer qu'il y a peut-être des étrangers venant des pays voisins qui s'y sont installés. C'est pour ça que
dans la démarche qui nous mènera jusqu'au résultat, il est bon que l'on aille et qu'on ait une clarification sur la population résidente congolaise et la population résidente étrangère. C'est pour ça que j'ai regretté. Peut-être que les conditions de vie ont été améliorées, aussi possible. Lorsque je suis les commentaires, la situation de la Likwala, c'est une situation extrêmement préoccupante aujourd'hui. Bon, les commentaires, je ne crois pas que... Mais moi, je fais une analyse. Je n'ai pas la même analyse que les gouvernants. Moi, je suis de ceux qui pensent de façon brute que le Congo va mal, très mal, et que les conditions de vie de façon générale, dans tous les départements du Congo, n'ont fait que se détériorer et méritent un regard suffisamment particulier. Donc, vous me parliez de la comparaison entre le Kwilu et je crois, la Sangha. Mais prenons les chiffres. Prenons les chiffres. Nous les avons aujourd'hui. Et ces chiffres ils sont clairs. Prenons-les à partir de 1974. En 1974, le Kwilu a 73 296 habitants. La Sangha a 39 188 habitants. C'est une donnée que nous avons. En 1984, le Kwilu a 74 870 habitants et la Sangha a 46 152. Le constat, c'est qu'au cours de ces deux recensements, la population du Kwilu est dans les deux cas supérieure à celle de la Sangha. Oui, à celle de la Sangha, oui. Bon, nous venons en 96. En 1996, le Kwilu a 77 048 habitants. La Sangha a 57 223. Donc, il y a toujours cette supériorité, même si la tendance est en train, va à la diminution de l'écart. En 2007, le Kwilu a 91 955 habitants. La Sangha a 85 738. Vous voyez bien que pendant tous ces 4 recensements, le Kwilu est toujours au-dessus. Elle est nettement supérieure à celle de la Sangha. Maintenant, nous venons en 2023. Le Kwilu a 97 362 habitants et la Sangha a 209 701. Ça mérite quand même une explication. Ça fait qu'entre 2007, je ne sais pas, je ne crois pas, je crois qu'il y a une explication. Entre 2007... Non, mais pardon, pendant que vous allez évoluer, c'est pour la compréhension aussi de nos téléspectateurs. Donc, on est parti de 1974 à 2007. On se rend bien compte que la population au niveau du Kwilu est supérieure à celle de la Sangha. Et puis, généralement, une petite différence, soit de 10 000 ou de 5 000. Et hop, de 2007 pour arriver à 2023. Et là, on se rend compte que la population de la Sangha a pratiquement... Elle a plus que doublé. Plus que doublé, et elle dépasse désormais, mais de très loin d'ailleurs, la population du Kwilu. Et là, il y a un problème, évidemment. Mais c'est là où les statisticiens doivent nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Kwilu? Parce que quand vous prenez la différence entre la population du Kwilu, vous n'avez une évolution en 16 ans que de 5 407 habitants, soit une moyenne de 338 habitants, ce qui est extrêmement faible. Par contre, dans la Sangha, on a une évolution, on est passé de 85 000 à 209 000, on a une évolution, un accroissement de 123 000 habitants, ce qui fait 123 000, une augmentation de 144,6% et qui fait un accroissement annuel moyen de 7 747. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais le problème, il faut le regarder, jeter un coup d'œil sur le tableau. Parce que quand vous jetez un coup d'œil sur le tableau, qu'est-ce que vous constatez? Quand vous prenez les plateaux, le taux d'accroissement était de 62%. Vous prenez la cuvette, le taux d'accroissement était de 102,9%. Vous prenez la cuvette ouest, ça a été de 63,6%. Vous prenez la Sangha, c'est 144,6%. Et vous prenez la Likwala, c'est 130,7%. Donc, le Congo vit une situation où dans la partie
dans la partie septentrionale, il y a une forte croissance de la population. Par contre, la situation est préoccupante, tout en sachant que les trois grands départements qui jusque-là, du point de vue de la grandeur et de l'importance des effectifs de la population, étaient remarquables, il y avait le Niari, la Bouenza et le Poul. Voilà un peu ce qui a été, pendant tous les premiers recensements, les départements qui étaient fortement remarqués au plan démographique. Voilà un peu. Le problème qui se pose entre le Kwilu et la Sangha, c'est le même problème qu'on peut regarder entre la Lekumu et la Sangha. C'est le même problème qu'on peut regarder entre le Niari et la Likwala. Donc, on constate qu'il y a des retournements de situation, mais qui ne concernent pas un seul cas, mais qui concernent quand même un ensemble important de départements. Et il faut, à mon avis, qu'il y ait un regard tout à fait particulier là-dessus. Alors, quelle conclusion tirer donc de ces résultats de manière globale? Avant de tirer les conclusions, je veux, parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, quand nous prenons les chiffres, globalement, des 5 départements de la partie septentrionale et des 5 départements de la partie sud du pays, nous avons en 1974, les départements de la partie septentrionale du pays avaient une population de 279 378 habitants. La partie sud faisait 597 586. Donc, quand on faisait ratio partie septentrionale sur partie du sud, ça faisait pratiquement 46,8%. Le même ratio fait en 1984. En 1984, les 5 départements de la partie septentrionale, tous réunis, donnaient une population de 341 064 et les 5 départements de la partie sud donnaient 688 169 habitants. Le ratio donnait 49,6%. Donc, il y avait toujours pratiquement comme le double de la population. Lorsqu'on prend le recensement de 1996, les 5 départements de la partie septentrionale donnaient 425 214 habitants et les 5 départements de la partie sud donnaient 854 056. Le ratio donnait 49,8, donc à peu près au même niveau que celui de 84. Maintenant, quand on arrive en 2007, vous avez 965 000 pour la partie, les 5 départements du Sud, 965 587, et les 5 départements de la partie septentrionale, on avait 643 417. Ça faisait un ratio de 66,6. Maintenant, écoutez maintenant, là où il y a comme l'explosion, en 2023, les 5 départements de la partie septentrionale ont 1 284 619 et les 5 départements de la partie sud du pays ont 1 291 166. Donc, nous sommes pratiquement à égalité et on peut penser qu'au prochain recensement, le retournement, si la tendance se poursuit, le retournement sera pratiquement réalisé et c'est les départements de la partie septentrionale qui deviendront nettement plus peuplés que ceux de la partie. C'est pour ça que les explications sont importantes pour comprendre exactement. Mais pour ça, à mon avis, il faut qu'on réunisse les compétences, c'est-à-dire les statisticiens, les démographes, les sociologues, les géographes. Et je crois qu'il y a moyen certainement de trouver des explications sous la responsabilité de l'Institut national de la statistique. Lorsqu'on présente de tels résultats qui, à mon avis, et puis en plus, après les gens me diront si j'ai tort, mais moi j'ai l'impression, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs d'entrée de jeu, ce sont des résultats controversés qui ne convainquent pas toute personne avertie qui va lire ces résultats se rendra bien compte qu'il y a un souci quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Et savoir que ce travail, disons, le recensement est souvent financé par les organismes internationaux, je pense que ça peut aussi poser problème au niveau de la crédibilité de ces résultats. Je pense, c'est là où je fais jouer la notion de la neutralité de l'administration.
Il faut que nous restions techniques et que l'administration reste fidèle à ce qu'elle fait. S'il y a des questions qui se posent, pour assurer, parce que j'ai lu dans les documents que ce recensement a été en partie cofinancé par le FUNIAP et puis la Banque mondiale. Mais vis-à-vis de ces institutions, il faut que nous soyons sérieux et que nous soyons capables d'apporter les explications. Mais ce qui est plus grave, ce n'est pas ça, Christian. Ce qui est plus grave, ce n'est pas ça. Ce qui est plus grave, c'est le débat qu'on a au Congo sur le corps électoral. Et assez souvent, on a accusé les organisateurs, c'est-à-dire les partis au pouvoir, de se constituer pratiquement une réserve de près de 500 000 voix. Et quand on a une élection au Congo, vous écoutez qu'il y a des doublons, il y a des villages qui ne comptaient que 30 000 personnes au moment de l'élection. Ils deviennent, je ne sais pas, 200 000 ou quoi. Et quand on demande aux organisateurs, c'est ça l'un des problèmes, quand on demande aux organisateurs d'ouvrir un site Internet, comme on fait pour le bac, on ouvre un site Internet dans lequel toutes les données de toutes les élections puissent être logées. Là, maintenant, il apparaît plus qu'urgent. Parce que l'intérêt de l'exercice aurait été quoi, Christian? Et le Congo aurait, ça c'est mon point de vue. Comme le débat, comme on a souvent des débats et on ne s'accorde pas sur la fiabilité des listes et le corps électoral. On a un recensement. Si ce recensement rassure tout le monde, parce que nous avons déjà une jurisprudence, nous avons dit que celui de 87 n'a pas été homologué. Donc, il faut que l'Institut national de la statistique explique également aux Congolais pourquoi exactement celui de 96 n'a pas été homologué. Et si ça n'a pas été homologué, ça pose des problèmes. Donc, si ce recensement, si on convient et on arrive à avoir des chiffres sur lesquels tout le monde s'accorde, mais il suffit de prendre le sous-fichier qui comprend les gens qui ont aujourd'hui 15 ans, qui auront 18 ans, probablement en 2026, pour avoir déjà la base. Et village par village, on pourra déjà avoir pratiquement la préfiguration des listes électorales. Et si on a cette préfiguration, le travail dans les villages, si c'est dans l'Internet que n'importe quel Congolais peut voir à n'importe quel moment, comme on voit les résultats du bac, mais on aura beaucoup moins de débats sur ces affaires de fiabilité de liste, de maîtrise du corps électoral et les doublants, comment on appelle, je ne sais pas, les documents qu'on donne au dernier jour, les procurations, etc., les votes multiples. On peut régler ce problème. Et à mon avis, si ce n'est pas réglé, ça posera nécessairement le problème pour aller vers la biométrie et puis pour aller vers l'assurance de tout le monde. Et c'est pour ça que je suis surpris du silence des acteurs politiques, parce qu'ils ne vont pas attendre qu'on les convoque à un dialogue. Parce que là, évidemment, je rappelle que la Constitution, dans ses articles 227 et 228, prévoit un dialogue national pour des problèmes d'intérêt général. En voilà un. Et je pense qu'on peut s'organiser pour que cette question puisse être évoquée au cours d'un dialogue national qui permettra qu'on accorde les violons et qu'on essaye d'avancer. Voilà un peu, Christian, mon point de vue que je peux Oui, te dire. évidemment, Clément Mirassa, quelqu'un me disait que la fraude électorale commence depuis les premières opérations électorales, bien entendu. Et ma question était de savoir, est-ce que ces résultats peuvent avoir un lien avec, il faut le dire comme ça, le discours plus que courtisan du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso? Je ne sais pas si vous l'avez suivi, hein, il a imploré, il a demandé aux églises du Congo de prier pour son maître afin qu'il prolonge sa vie et que, ben voilà, le despote Denis Sassou Nguesso, quand je dis despote ou dictateur, ce n'est pas moi qui le dis, hein, il y a des rapports qui le rapportent, pour qu'il demeure au pouvoir à vie. Une façon d'annoncer déjà une fraude à venir. Est-ce que ces résultats n'ont pas un lien ou n'auront pas un lien avec l'élection à venir, puisque finalement, c'est ce qu'on semble constater. Le PCT, s'il faut dire comme ça, sinon ceux qui sont au pouvoir, se sont déjà projetés sur 2026. Et ces discours-là se multiplient tous les temps. On entend, et puis bon, voilà, et comme pour conforter tout cela, on a entendu ce que
Anatole Koliné-Makosso est venu raconter. D'ailleurs, je vais vous proposer de suivre cet extrait pour plus de compréhension ainsi pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Je vais donc vous proposer de suivre cet extrait de discours d'Anatole Koliné-Makosso et on revient sur le plateau pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Suivez. Dans le même temps, vos collaborateurs vous renouvellent leurs vœux de loyauté et de dévouement. Dans le même temps, vos compatriotes vous renouvellent leurs vœux de fidélité en nourrissant une conviction profonde, une foi inaltérable de vous voir continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. À travers leur humble et constante prière, les chrétiens et croyants demandaient à l'Éternel notre Dieu de veiller sur vous, de sorte que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Alors, Clément Mirassa, vous venez là de suivre Anatole Koliné-Makosso. Et par rapport aux résultats du recensement, c'était le premier volet de notre émission. Je vous ai posé d'ailleurs la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion. Là, vous venez d'entendre Anatole Koliné-Makosso. Quel parallèle pouvez-vous faire de ces résultats et du discours d'Anatole Koliné-Makosso? Non, avant de parler de ça, je vais d'abord faire un commentaire sur ce que Anatole Koliné-Makosso a dit. Je dois dire pour les Congolais et même pour les étrangers qui nous suivent que c'est très triste pour le pays. Ce que Anatole Koliné-Makosso a déclaré, c'est la négation même de l'alternance démocratique. On ne peut pas nier l'alternance démocratique et se dire démocrate. Je prends un exemple simple. Je prends un exemple simple pour que les Congolais puissent réaliser ce qui s'est dit. Le président Sassou est arrivé au pouvoir en 1979. Je vais essayer schématiquement de présenter la situation aux États-Unis. Depuis 1979, les États-Unis ont connu comme président Jimmy Carter, Reagan, qui a fait 2 mandats. Après Reagan, Bush père, qui a fait 1 mandat. Après Bush père, Clinton, qui a fait 2 mandats. Après Clinton, Bush fils, qui a fait 2 mandats. Vous comptez, vous pouvez déjà compter. Après Bush fils, c'est Barack Obama qui est venu, qui a fait 2 mandats. Et actuellement, c'est Joe Biden. Reportons-nous en France. Et avant Joe Biden, il y a eu Donald Trump aussi. Il y a eu Donald Trump, excusez-moi de cet oubli. Maintenant, venons-nous en France. En 1979, c'est Giscard d'Estaing qui est là. Après Giscard d'Estaing, c'est François Mitterrand. Après François Mitterrand, c'est Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, c'est Sarkozy. Après Sarkozy, c'est Hollande. Après Hollande, c'est Macron qui fait son 2e mandat. Franchement, en tant que Congolais, en tant qu'Africains, ça ne nous gêne pas que depuis 1979, nous n'ayons qu'un seul président. Ça, c'est le premier volet, Christian. Celui qui déclare ça, il faut le préciser, celui qui le déclare, c'est une voix officielle. C'est un premier ministre d'un gouvernement. Non, mais j'en viens. Le 2e volet, M. Koliné-Makosso doit savoir, même si le pouvoir fait tout en œuvre pour étouffer l'opposition, pour mettre les bâtons dans les roues, il y a une opposition dans ce pays. Et l'opposition à laquelle j'appartiens se bat pour le changement et la rupture, parce que le bilan du PCT est catastrophique. Il s'efforce à se maintenir au pouvoir. Tokoti a pété, on ne lâchera pas. Mais le bilan, c'est que les Congolais souffrent. Et moi, j'ai été peiné, très peiné en tant que chrétien, en tant que Koliné-Makosso, appeler les Congolais à aller prier pour que ça se réalise. Et moi, je dirais à Koliné-Makosso, moi, si je dois prier, c'est pour sortir les Congolais de la souffrance. Les Congolais souffrent trop. Le PCT a amené le Congo dans le chaos. Et le bilan du président Sassou, je le dis et je l'assume, il est globalement catastrophique. Mais lui-même, il a fait le point. En mars 2023, le président Sassou a dit quoi? Le verre est dans le fruit, il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice. Et tout récemment, il a fait un nouveau bilan en déclarant l'année 2024, année de la jeunesse. Mais ça veut dire qu'il reconnaît que la politique menée depuis 40 ans, il n'y a rien.
Même le slogan autosuffisance alimentaire, etc. Donc, j'en viens pour dire, Christian, ce que M. Collinet Makosso a dit, c'est un débat qui concerne le PCT et il faut qu'ils aillent à ce débat au PCT. Dans tous les cas, ils ont prévu de tenir un congrès. Ils ont prévu de tenir un congrès. Et moi, je suis choqué. Quand j'ai entendu Collinet Makosso dire à l'Assemblée que pour les érosions, ils n'ont prévu que 2,5 milliards, alors qu'il a fait le point de ce qu'on avait besoin de 70 millions pour de 70 milliards pour régler l'érosion en Combo. Non, on ne peut pas faire ça. Et puis, pour terminer, Christian, vous nous ramenez au débat de 2015. On a changé la Constitution pour faire évoluer les institutions. Mais aujourd'hui, les gouvernants congolais ne sont pas en conformité avec la Constitution. Le premier problème que M. Collinet doit régler, c'est de faire en sorte que tous les gouvernants soient en conformité avec la Constitution. Je ne veux pas aller vers ce débat avec le président Denis Sassou Nguesso, tout ça, mais comme il s'agit d'un problème de droit, je l'ai dit et je le redis, le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en changeant la Constitution en 2015, en changeant la Constitution de 2015, nous l'avons fait dans l'irrespect total des lois et règlements de la République, puisque le président Sassou lui-même a envoyé des émissaires chez Jean-Louis Debré, qui lui a expliqué que si on tient à changer la Constitution, ce n'est pas possible si on veut respecter la loi. Donc, les choses sont claires. Et par la suite, je souhaite que le Premier ministre prenne de temps en temps un peu de temps pour suivre l'émission Grand Angle. Parce que dans l'émission Grand Angle, nous avons rappelé, et nous rappelons au Premier ministre, qu'en changeant la Constitution en 2015, le pouvoir congolais a violé non pas seulement l'acte constitutif de l'Union africaine, mais nous avons également la démocratie des élections et de la gouvernance. Donc, moi, je le dis, et j'assume ce que je dis, Christian, et je le dis clairement aux Congolais. En 2016, j'ai choisi de soutenir Jean-Marie Michel Moukoko. J'ai fait campagne avec lui et j'ai fortement apprécié la manière avec laquelle il a présenté une politique de changement et de rupture. Il est triste qu'aujourd'hui, il soit à la maison d'arrêt. En 2021, nous avons écrit à la Cour constitutionnelle et aux autorités du pays pour dire que ce qui se faisait, c'était un coup d'État constitutionnel et nous avons boycotté le vote. Donc, que Collinet Makosso ne me compte pas parmi les Congolais qui soutiendront cette démarche, qu'ils sachent que parmi les Congolais qui s'opposent à ça, il y a Clément Mierassa et c'est tout à fait normal puisque je me reconnais comme opposant et c'est tout à fait normal que je défende cette position. Un autre volet, notamment la déclaration du président de la haute autorité de lutte contre la corruption qui a révélé, vous l'avez probablement suivi aussi, qu'il a reçu 53 plaintes, toutes contre les responsables administratifs, dit-il. Une corruption, a-t-il aussi ajouté, qui gangrène toute la sphère de la vie nationale du Congo. Et là, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le despote Denis Sassou Nguesso disait il y a le ver dans le fruit, mais pas seulement à la justice, dans tous les secteurs de l'État. Alors, c'est déjà assez grave. Mais avant de vous faire réagir, je vais vous proposer un reportage. Il porte sur la dégradation du réseau routier de Pointe-Noire et on revient sur le plateau parce que c'est aussi cela, les conséquences des détournements, de la corruption, de l'argent planqué dans les paradis fiscaux. Suivez ce reportage et on revient sur le plateau. Ah, c'est bon. Le visage actuel de Pointe-Noire, la capitale économique, la deuxième plus grande ville du Congo, des réalités déconcertantes dont l'une des plus frappantes est la dégradation de plusieurs voies. Ici, l'on peut visiblement saisir le calvaire des usagers et même de cet agent de police routière sur cette route impraticable. Ces routes à Pointe-Noire présentent d'énormes trous, des crevasses qui contraignent les automobilistes
à ralentir subitement ceux qui cassent les véhicules et détruisent les amortisseurs. Une situation qui perdure selon ces citoyens. Vous pouvez constater de par vous-même l'état de délabrement avancé de la route. De la station-service SNPC à Mongo Kamba, en passant par la route nationale numéro 4, axe Siafumo, de l'arrêt Manguier au nouveau lycée, la route de Mbota Carlos. En tout cas, ces routes sont qualifiées de tombeaux à cause de ces crevasses présentes comme des tombeaux ouverts. Les trous s'interposent. Pointe-Noire marquée par une absence des routes véritables. Les travaux d'urgence entamés n'ont pas donné les résultats escomptés. Les gens empruntent cette voie, mais je ne pense pas que nos compatriotes, nos concitoyens savent que des fonds avaient été décaissés pour l'aménagement de cette voie. Donc depuis que le Premier ministre a reçu le go-ahead ou encore la permission, n'est-ce pas, de lever les fonds pour l'entretien des routes, les routes sont comme ça. La réalité est amère. Les routes s'effritent, grignotées peu à peu par les érosions, exposant ainsi les populations aux dangers de tout genre. Ces enfants traînent dangereusement à côté d'un énorme fossé, sans protection visible. C'est toujours Pointe-Noire, la ville pétrolière. Ici, c'est l'eau usée qui dicte sa loi. Les populations sont obligées de passer dans ces eaux. Attends qu'on arrange les voies. Pointe-Noire est en désastre. Que ce soit même Brazzaville, Dolisie, partout c'est en désastre. Mais il y a quel problème qui se passe? Une torture mentale, dit un citoyen, fatigué de baigner dans cet enfer, cette souffrance morale, mais surtout sociale. Aussi, cette ville perd son côté esthétique pour ressembler à une bourgade en abandon total. Alors, Clément Birassa, d'abord, je vais vous faire réagir sur ce reportage avant qu'on ne passe pour que vous commentiez un peu le discours du président de la haute autorité de la lutte contre la corruption. Là, nous sommes à Pointe-Noire. Ce reportage a été réalisé à Pointe-Noire, le réseau routier de Pointe-Noire totalement délabré. Et nous savons que Pointe-Noire a célébré son centenaire. Et nous avons entendu Koliné Makosso dire qu'il y avait 100 milliards qui avaient été injectés pour la célébration de ce centenaire. Il avait même promis à redorer l'image de Pointe-Noire. Aujourd'hui, la célébration du centenaire de Pointe-Noire offre au président de la République et à son gouvernement, que j'ai l'honneur de diriger, l'opportunité de transformer la ville par un programme additionnel de municipalisation annoncé par le chef de l'État lui-même le 20 janvier dernier lors de son séjour de travail dans votre ville. Ce programme doterait donc Pointe-Noire de nouvelles infrastructures. L'objectif ici, bien entendu, est d'améliorer davantage les conditions de vie des populations. Nous allons te rendre encore plus belle à l'occasion de ton centenaire. Nous allons te revêtir de ta belle robe et te faire porter tes plus belles parures pour que tu sois toujours aussi belle que tu l'as été. Quel commentaire vous inspire un tel reportage d'une ville qui a célébré son centenaire avec un financement de 100 milliards de francs CFA? Christian, ta question est véritablement pertinente. Pertinente parce que j'ai fait mes études à Pointe-Noire. Et j'ai été à Pointe-Noire avec la maire actuelle de Pointe-Noire. Il y a beaucoup d'amis, etc. Madame Evelyne Dikele, oui. Pointe-Noire était une très, très belle ville. Et je suis surpris de la dégradation. Mais ce problème de fond, c'est quoi? On l'a abordé. On fait des propositions. On dit concrètement, ce pays a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et moi, je suis de ceux qui disent qu'on peut le trouver, l'argent. Mais quand tu évoques ça, Christian, je suis triste. Et les Congolais sont tristes. Pourquoi? Parce que les Congolais ont pris le temps de suivre le message de fin d'année
du président de la transition au Gabon pour les réalisations qu'il a faites en 4 mois. En 4 mois, oui, oui. Tout le monde 4 mois, y compris le paiement intégral de la dette qui fait qu'aujourd'hui, le Gabon n'a plus de problème. Et il a annoncé qu'on était en train de bitumer 421 km de route à travers tout le Gabon, etc. Et vous avez suivi que lorsque le président Oligui du Gabon a annoncé que la transition ne durerait que 2 ans, mais ce sont les Gabonais qui ont réagi en disant « Nous, on ne te laissera pas partir parce que tu es le Messie, tu es venu changer les choses. » Mais quand on a suivi ça, Christian, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je fais le lien avec la question que tu poses, s'agissant du président de la haute autorité de la lutte contre la corruption. Le président de la haute autorité de lutte contre la corruption a fait une déclaration très forte. Je l'ai jugée très forte le 9 décembre dernier à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Et à cette occasion, c'est lui-même, à cette occasion, il a annoncé que son institution a diligenté une trentaine d'enquêtes et d'investigations. Et qu'aujourd'hui, il avait prévu, avant la fin de l'année, d'en publier les résultats. Et que suite à cette publication, il y aurait saisine de la justice. Il a annoncé qu'il y avait 53 plaintes qui avaient été faites, etc. Et qu'il y avait 97 démarches. Mais je ne comprends plus parce que… Oui, à ce sujet-là, justement, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, suivant un extrait de ce discours, et après vous allez continuer à réagir, Clément, suivant. La Haute Autorité de lutte contre la corruption a reçu 53 plaintes, toutes diligentées contre des responsables administratifs et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert, le 1023, mis en service depuis le mois d'août 2022. Le constat qui se dégage d'ailleurs au niveau des populations est que la corruption a gangréné toutes les sphères de la vie nationale et les prestations des services publics en faveur des citoyens sont réalisées sur le dos de la corruption, faisant de ces populations des victimes de ce fléau. Bien voilà, 53 plaintes, toutes contre les responsables administratifs. Et là, on peut comprendre que même les 100 milliards qui avaient été injectés pour redorer l'image de Pointe-Noire sont passés dans les poches. Il y a eu des corruptions, des vols, détournements partout. Je n'en sais rien. Y a-t-il contrôle? J'ai souri un peu dans le message du Premier ministre à l'occasion de cette cérémonie des vœux, lorsqu'il disait que le gouvernement est sous l'œil, travaille sous l'œil de la haute autorité de lutte contre la corruption et puis de je ne sais pas de quelle structure qui s'occupe de la transparence. Non, il faut que les résultats soient connus. Les Congolais savent ce qui se passe réellement. Les Congolais souffrent. Moi, je suis retraité, monsieur Christian. Je suis retraité. Mais je suis un retraité malheureux. Parce que si je prends rien que les 38 mois de pension qu'on me doit, mais figurez-vous que si on me les paye, je n'ai absolument aucun problème. Si on me classe, si on me range à l'indice 300, comme j'aurais dû l'être, et comme je n'ai pas suivi les variations depuis 2014, regardez dans quelle situation les retraités se trouvent. L'État nous a plongés dans la misère. Et ce n'est pas du tout acceptable. Donc, moi, je profite de l'occasion, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, mon frère. Mais c'est toi-même qui as annoncé librement que tu as déjà diligenté 30 ans. Non, ou peut-être que c'est aussi vous qui l'avez poussé à annoncer ça. Pourquoi pas? Ben, je n'en sais rien, mais je n'ai pas de contact avec lui. À force de rappeler l'argent planqué dans les paradis fiscaux, de rappeler les vols, les détournements, il s'est vu obligé de… Mais il a annoncé qu'il a diligenté 30 enquêtes et investigations. Il a annoncé qu'il a reçu 53 plaintes. Il a annoncé et il a dit que tout était prêt pour la publication
des résultats et la saisine de la justice. Mais, Monsieur le Président, les Congolais n'attendent que cette saisine. D'où vient que chaque fois qu'on avance dans ces dossiers de lutte contre la corruption, prenez les malversations financières à l'agriculture, prenez le dossier à la CREF, prenez le FIGA, d'où vient que chaque fois que le dossier avance, même le FIGA, vous avez vu, on en a parlé, puis tout d'un coup, on a vu qu'il y a une commission économie, finances et budget qui devait examiner le dossier. Après, on a vu dans les journaux que c'était envoyé à la CID, que la CID a envoyé à la Cour suprême. Et plus maintenant, plus personne n'en parle. Et dans les bruits, dans les messages que je reçois, oh non, Mirassa parle beaucoup de corruption, il faut qu'il nous présente de ces cas. Mais ces cas, c'est le président de la haute autorité de lutte contre la corruption qui a diligenté et qui est bien habilité à le faire. Nous lui demandons de présenter ces cas. Et que je dis, le Congo a besoin d'argent et si on peut récupérer, c'est une bonne chose. On a déclaré année 2024, année de la jeunesse. Mais on a fait cette déclaration après que le budget ait été adopté. Si on veut suivre les règles de l'orthodoxie financière, où est-ce qu'on aura l'argent pour appliquer cette directive? Sauf si on nous amène à un collectif. Mais même si on va à un collectif, il faut qu'on nous indique. Et je pose la question au gouvernement. Donc, il est possible de décréter l'année 2024, année de la jeunesse, trouver les moyens pour le faire. Et il n'était pas possible de déclarer l'année 2024 et année de lutte contre les érosions et de sauver les vies et les maisons de ces Congolais qui sont en train de souffrir. Je crois qu'il faut qu'il y ait la justice dans ce qui se fait et que nous avançons assez correctement. Puisque nous parlons de la corruption, la concussion, les détournements, vous avez rappelé l'année 2024, année de la jeunesse, mais sans détail, personne ne sait qu'est-ce qui se fera. Vous avez même dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, il y a eu d'autres promesses, hein, et quelqu'un me disait, mais attendez, à cet âge-là, il continue à promettre, mais à quel âge il va réaliser tout ça? Est-ce qu'il pense aussi à la fin de son mandat? Mais bref, puisque nous parlons de la corruption, Clément Mirassa, j'ai une question, mais après vous êtes libre de répondre ou non. Je ne sais pas si vous avez lu l'information qui a circulé sur la toile. On parle des opposants qui auraient été reçus quelque part, sans précision bien entendu, où ils sont allés recevoir les malles d'argent, les sommes de l'ordre de 250 millions ont été... je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais je n'ai pas vérifié l'information. J'ai lu sur la toile comme tout le monde. Et si je vous pose la question, parce que votre nom, il figure également. On a cité Clément Mirassa. Donc, vous avez été servi quelque part, 250 millions par opposant, près de 200, je crois, 200 opposants comme ça. Tout du genre. Qu'est-ce que vous en savez, Clément Mirassa? C'est la diversion. Ce que je vais vous dire dans le même temps, c'est que l'information circule et les messages m'arrivent, qu'on est en train de préparer des gros complots contre moi parce que je dérange l'émission Grand Angle, les messages que je fais, les émissions que je fais avec Christian sont, semble-t-il, des messages qui dérangent, alors que la constitution de notre pays est claire et qu'elle prévoit la liberté d'expression. Moi, ça m'a posé des problèmes, Christian. Parce que je n'étais pas le premier à lire cette publication, mais on m'a appelé de toutes parts pour me dire que les gens étaient prêts à venir me voir pour avoir leur part. Mais leur part de quoi? Ce jeu, ce n'est pas avec Clément Mirassa. Christian, je dis, et les Congolais doivent le retenir. Ce jeu, ce n'est pas avec Clément Mirassa. Clément Mirassa, vous le savez, il peut marcher à pied lorsqu'il n'a pas de voiture, il peut prendre des taxis, il peut vivre comme le Congolais moyen, il n'a aucun problème. Et j'ai d'ailleurs répliqué en disant, mais si les gens, les gouvernants ont tant d'argent que ça, mais qu'ils mettent cet argent dans les érosions, dans la résolution des problèmes des inondations, qu'ils le mettent à la disposition de la jeunesse qui a besoin d'un avenir. Et je rappelle, Christian, qu'à une époque donnée, un journal, c'était la rumeur à l'époque que Dieu est l'âme du frère Bongolo, qui en a été le directeur, avait publié que Mirassa avait reçu des nguiris de 600 millions et que je les avais reçus à Point Noir. Il n'y avait pas de... Mais j'ai traîné le journal au tribunal.
J'ai traîné le journal au tribunal. Et les gens sont venus me voir pour dire, ne demande pas des dommages et intérêts parce que le journal va s'écrouler. Et finalement, le journal a été condamné à me payer 1 franc symbolique. Arrêtons ce jeu. Ceux qui suivent Clément Mierassa à travers ses émissions, à travers le grand angle, ils savent une chose qui caractérise Clément Mierassa, c'est sa constance par rapport au combat qu'il a choisi de mener. Je n'ai pas choisi de mener ce combat pour devenir milliardaire. Je n'ai pas choisi de mener ce combat pour devenir archi-millionnaire. Mais j'ai choisi de mener ce combat pour l'amour du pays, pour l'amour des Congolais, pour faire en sorte que les Congolais qui ont un pays extrêmement riche ne vivent pas dans la misère et dans la pauvreté, mais qu'ils vivent dignement. Et ça, nous sommes capables de le faire. Et c'est en ça que dans la vision que j'ai de la politique, je dis que le projet qu'il faut proposer au Congo, c'est un projet de changement et de rupture, de faire la politique autrement qu'elle se fait aujourd'hui, avec le fait qu'on a tout fait pour qu'une minorité s'enrichisse indéfiniment, qu'elle devienne archi-milliardaire, qu'elle nargue les Congolais, et qu'on vienne de dire Mierassa a eu 250. Mais celui qui m'a donné 250 millions, il les aura eu où? Lui, il les a eu où? Les 250 millions. Et si nous sommes... Alors, Clément Mierassa, vous êtes en train de nous dire que ceux qui versent un peu dans ces diffamations, s'ils ont des preuves, qu'ils les apportent alors. C'est ça. S'ils ont les preuves qu'ils les apportent, si j'étais, je ne sais pas moi, où, à Mpila. Et puis, je vais vous dire une chose. Quand ils ont publié, quand cette publication est sortie, j'ai vu une réaction. Je ne savais même pas que Claudine, mon amie de 30 ans, était partie en France. C'est à travers ça que j'ai vu. On a mis, mais c'est faux puisqu'il y a quelques jours que Claudine est en France, elle n'est pas ici. Et j'ai vu une autre réaction. C'est faux puisque Boao est en France depuis plus d'1 mois. Bon, mais moi, je n'ai pas besoin de cette intoxication. Je n'ai pas besoin de cette désinformation. Moi, mon problème, c'est que le Congo va mal, très mal. Comment que les Congolais doivent faire pour le sortir de cette situation? Toujours dans le même sens, bien entendu, votre réponse comptera du mot de la fin. Dans le même sens, j'ai dit, beaucoup pensent que vous serez sali les mains sous le régime Sassou Nguesso à une époque donnée. Et ça revient souvent, et les gens viennent taper là-dessus pour dire qu'il arrête un peu sa comédie, on connaît qui il a été, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'en dites-vous? Christian, je peux vous dire une chose, et les Congolais doivent le savoir. Si j'avais un dossier compromettant qui devait faire en sorte qu'on me mette la main dessus, ils n'auraient pas hésité à le faire. Et je sais, je dis aux Congolais, je sais, qu'ils ont tout mis en œuvre pour le chercher. Heureusement pour moi, j'aurais pu dire, Dieu m'a rendu service. Mes dernières années de service, je les ai passées comme conseiller dans un cabinet ministériel. Donc, je n'avais aucun fonds à gérer. Il y avait un cabinet qui gérait les fonds, etc. Je n'avais absolument rien. Mais ils sont passés dans toutes les structures où j'ai eu à travailler. Je dis et je répète que s'il y avait le moindre dossier, on m'aurait déjà traîné à la justice en disant « il fait trop de bruit celui-là, mettons-le pour le calmer ». Puisque sans dossier, on cherche, dit-on, à fomenter des éléments pour qu'on y arrive. Mais je suis là. Moi, je fais l'opposition par l'extérieur. Hein. Je dis ce que je dis. Il y en a qui croient que je suis à l'extérieur, je suis au Congo. Et j'assume ce que je dis. Et si j'ai posé des actes, j'en répondrai. Mais pour l'instant, je ne suis pas au courant. J'ai été directeur général de la statistique, de l'économie. C'est l'un des derniers postes où j'ai eu certainement à être ordonnateur ou quoi d'un certain nombre de choses. Après, je suis allé au cabinet. Au cabinet, je n'avais pratiquement plus aucune responsabilité de gestion financière et à ce propos. Donc, je suis tranquille. Je me promène à Brazzaville tranquillement. Je me rappelle d'ailleurs, Christian, cette vidéo où le président Sassou parle en lingala en disant « je peux les prendre un à un » puis dit « toi, je les connais tous. Tu as volé, tu connais. » Moi, je n'ai pas ce problème. Je n'ai pas ce problème, Christian. Et je peux m'en réjouir. Je crois que c'est ça qui fait ma fierté.
Merci d'avoir répondu à cette question aussi tendancieuse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. La prière, vous la connaissez. C'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé au maximum cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.